Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité énergétique. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cette session aujourd'hui. Bonjour, et oui, ravi d'être là aussi, d'autant qu'on a un gros morceau sur la table. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le point de départ d'aujourd'hui, c'est un document qui agite sérieusement les sphères politiques et industrielles en ce moment. C'est même une vraie tempête. C'est ça. On parle d'un texte publié par François-Xavier Bellamy. Et ce qui est fascinant, c'est que cette publication s'appuie sur une fuite. Une fuite assez massive, ouais. Voilà, un rapport d'ingénierie interne d'EDF, et il est daté très précisément du 16 février 2026. Et le sujet central de ce rapport technique, c'est un mot qui a l'air inoffensif comme ça, la modulation. La fameuse modulation, oui. Et la controverse, en fait, elle vient du fait que ce document de février aurait été gardé sous silence, Totalement sous les radars. jusqu'à l'adoption toute récente de la PPE3. Alors juste pour poser le contexte pour ceux qui nous écoutent, la PPE3, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le grand plan de l'État, en gros, Exactement, c'est la feuille de route qui dicte absolument tous les choix d'investissement énergétique de la France pour les 10 prochaines années. ce qui n'est pas rien. C'est colossal. Donc, savoir ce que contient ce rapport d'EDF exactement au moment où cette loi est votée, c'est un enjeu majeur. Bien sûr. Mais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut vraiment qu'on établisse une règle stricte pour l'analyse qu'on va faire là. Je t'écoute. Le texte de base qu'on étudie, c'est rédigé par un élu politique de premier plan. C'est une vision très engagée. Très polarisé même. Voilà. Et l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour valider ou invalider ses positions politiques. On reste factuel sur le contenu. C'est ça. Notre mission, c'est d'extraire la logique de son argumentaire. On va décortiquer les mécanismes physiques et économiques qu'il décrit, tirés du rapport EDF. Pour que quiconque écoute puisse vraiment comprendre les vrais enjeux de ce débat sur l'architecture de notre réseau électrique. C'est le but. C'est le cadre parfait. Alors, décortiquons tout cela. Pour bien capter le bouleversement décrit dans ce document, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur. Le paradigme historique. Voilà. L'argumentaire de l'auteur commence par ce qu'il présente comme l'âge d'or du mix électrique français, Le fameux duo historique. nucléaire et hydroélectricité. Et historiquement, la gestion du réseau, elle reposait sur un concept très précis, le suivi de charge. Oui. C'est-à-dire l'ajustement en continu de la production pour coller exactement à la courbe de consommation des Français. Et ça, c'est le principe fondamental d'un réseau électrique stable. Parce qu'il faut rappeler une chose physique de base, l'électricité, à grande échelle, ça se stocke pas. Du moins pas avec nos technologies actuelles de manière suffisante. Exactement. Donc, à chaque seconde, la production doit être strictement égale à la consommation, Au mégawatt près. au mégawatt près. Et ça, c'est pour maintenir la fréquence du réseau à 50 Hz. C'est la règle d'or. Et dans ce modèle historique, c'était le nucléaire qui faisait le gros du travail, c'est ça, hein? C'est ça. Le nucléaire fournissait ce qu'on appelle la production de base, le socle massif. Et il savait moduler à la marge. Comme un chef d'orchestre qui baisse un peu le volume de la musique. Exactement. La nuit, quand la demande humaine baissait parce que les gens dorment, les opérateurs réduisaient légèrement la puissance des réacteurs. Et il l'a remonté le matin quand les usines s'allumaient et que les machines à café tournaient. Voilà. Le système, il était conçu autour d'une logique implacable et très simple. C'est la machine qui s'adapte à l'activité humaine. D'accord. Et le point de bascule, selon l'analyse politique de notre source, il remonte à quand? À une quinzaine d'années, sous les présidences de François Hollande puis d'Emmanuel Macron. C'est le moment où l'orientation choisie a été de réduire la part du nucléaire. Oui, l'objectif politique était de baisser le nucléaire pour intégrer massivement des énergies renouvelables intermittentes. Principalement l'éolien et le solaire. C'est ça. Et ça s'est fait à grand renfort de subventions publiques. Mais il faut comprendre la logique sous-jacente à l'époque. C'était quoi l'idée de départ? L'anticipation, c'était qu'on allait avoir une explosion de la demande électrique. On pensait vraiment qu'il faudrait produire toujours plus. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ah non, pas du tout. C'est même le point de contradiction majeur mis en lumière par les chiffres d'EDF. Les projections prévoyaient une demande en hausse, mais la réalité sur le terrain, c'est une tendance à la baisse. Une baisse très claire de la consommation globale. Et comment le texte explique cette chute? Il attribue à deux choses principalement. D'abord, une désindustrialisation marquée du pays. On a perdu des usines. Moins d'usines, donc moins de demandes de base. C'est mécanique. Et ensuite, le texte pointe du doigt des politiques paradoxales qui ont, par moments, incité certains secteurs à se tourner vers le gaz plutôt que l'électricité. Le réseau se retrouve donc avec une équation complètement inattendue. Un vrai casse-tête.
On a une injection massive de nouvelles capacités de production renouvelables. Sur un marché où la demande globale se contracte. C'est un point tellement contre-intuitif du rapport. On s'attendait à manquer de courant pour le futur et en fait, on se retrouve régulièrement en situation de surproduction. De surproduction massive. Et c'est là qu'intervient une règle de marché cruciale, la priorité d'injection. Comment ça marche concrètement? Eh bien, les énergies renouvelables bénéficient d'un accès prioritaire au réseau. C'est-à-dire que dès qu'il y a du vent ou du soleil, leur électricité passe en premier. C'est la loi. Donc si l'éolien produit, il entre sur le réseau en priorité et ça force le reste du système à s'écraser. Exactement. Le reste du parc doit se tasser pour faire de la place. Sinon, la fréquence explose. Et c'est là que réside la véritable transformation de cette fameuse modulation dont parle le rapport secret. C'est le cœur du problème technique. L'auteur cite carrément Cédric Lewandowski. C'est pas n'importe qui, c'est le patron du parc nucléaire chez EDF. Quand il parle d'ingénierie nucléaire, on les compte, oui. Et il déclare, je cite, l'idée que la modulation a totalement changé de nature. Et les statistiques internes du rapport sont assez éloquentes à ce sujet. Le volume de cette modulation a plus que doublé entre 2019 et 2024. Doublé en 5 ans, c'est énorme. C'est un changement de paradigme profond. Pour le synthétiser simplement, on est passé d'un réseau piloté par la demande à un réseau piloté par la météo. La phrase est forte. Un réseau piloté par la météo. C'est la stricte réalité physique actuelle. Les réacteurs nucléaires ne modulent plus pour suivre la consommation des ménages. Il module pour compenser l'intermittence du vent et du soleil. Absolument. La nuance est cruciale. Parce qu'avant, comme tu disais, on baissait doucement la production la nuit. Une pente douce, Mais aujourd'hui, on parle de variations brutales. très brutale. Imagine la situation. Un anticyclone s'installe au-dessus de l'Europe, un grand soleil de printemps, beaucoup de vent, en pleine journée. Donc les panneaux solaires et les éoliennes tournent à plein régime. Et la production renouvelable sature complètement le réseau. Le nucléaire ne peut plus juste réduire un peu la voilure. Il doit faire quoi? Il doit parfois s'arrêter complètement, tomber à zéro. Mais on imagine bien qu'une centrale nucléaire, c'est pas un moteur de scooter qu'on coupe au feu rouge. Ah non, la physique d'un réacteur rend ces arrêts très complexes. C'est une question d'inertie thermique et de réaction nucléaire. Le document parle d'un phénomène très spécifique à ce sujet, l'empoisonnement au xénon. C'est passionnant d'un point de vue technique. Pour donner une idée précise des contraintes, il faut regarder ce qui se passe dans le cœur du réacteur. Vas-y, explique-nous comment ça marche ce xénon. Lors de la fission d'uranium, la réaction crée des sous-produits. Parmi eux, un gaz se forme, le xénon 135. D'accord. Le problème de ce gaz, c'est qu'il est très avide de neutrons. Il les absorbe. Or, les neutrons, c'est ce qui fait tourner la réaction en chaîne, c'est ça, Sam? C'est ça, le carburant de la réaction. Quand le réacteur fonctionne à pleine puissance, ce gaz est détruit au fur et à mesure par le flux intense. Il s'équilibre. Mais si on demande au réacteur de s'arrêter brutalement, parce que le soleil s'est mis à briller et que les panneaux solaires saturent le réseau. Eh bien, le réacteur baisse en puissance, il y a moins de flux pour détruire le xénon, donc le gaz s'accumule dans le cœur. Et comme il absorbe les neutrons, Il agit comme un frein surpuissant, un vrai poison pour la réaction, ce qui rend le redémarrage extrêmement complexe. ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Non, c'est lent, délicat, et ça demande une gestion millimétrée par les opérateurs de la centrale. Et ça, c'est juste la chimie interne. Mais il y a aussi la fatigue purement mécanique du matériel. Ah, les chocs thermiques. Une centrale, ce sont des milliers de tonnes d'alliage métallique, des tuyauteries énormes soumises à des pressions et des températures immenses. De l'eau à 300 degrés sous très haute pression. Exactement. Et faire du stop and go en permanence, ça crée des tensions énormes sur le métal. Oui, le métal se dilate et se rétracte sans arrêt. Pour schématiser l'idée de l'auteur, c'est un peu comme utiliser un grand avion de ligne transatlantique pour faire des sauts de puce de 5 km. Plusieurs fois par jour. La structure n'a tout simplement pas été pensée pour subir ces cycles de pression en permanence. C'est exactement le problème soulevé par les ingénieurs d'EDF dans ce rapport. Cette usure mécanique accélérée pose une question inévitable. L'argent, l'explosion des coûts. Toujours. Le document indique que les frais de maintenance liés à ces seules contraintes d'exploitation ont doublé. Doublé, oui. Le chiffre cité est vertigineux. On atteint désormais 3,5 milliards d'euros par an. 3,5 milliards. C'est un surcoût opérationnel direct pour EDF, uniquement pour s'adapter aux fluctuations météo imposées par l'afflux des renouvelables. Et au-delà du coût financier pur, le rapport alerte sur l'impact sur la durée de vie globale des infrastructures. Elles s'usent plus vite. Oui, leur durée de vie risque d'être significativement amputée.
Il y a aussi un autre aspect abordé dans le texte, beaucoup plus systémique et franchement anxiogène. La référence directe au risque de blackout. Le fameux cas d'école européen. L'auteur cite l'exemple de l'Espagne en avril dernier. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pour bien comprendre, c'est une situation où la surproduction d'énergie solaire a tellement saturé le réseau espagnol que la fréquence a failli déraper. Les fameux 50 Hertz qui ne tenaient plus. C'est ça, le réseau ne pouvait plus absorber l'énergie. Les gestionnaires espagnols ont dû déconnecter des centrales thermiques en urgence absolue. Pour éviter que tout le système électrique national ne s'effondre. Exactement. Et l'exemple espagnol illustre parfaitement le mur physique vers lequel, selon l'argumentaire du texte, le système français se dirige. Parce que quand la production intermittente sature notre réseau, on doit débrancher notre production pilotable de base, le nucléaire. Voilà. Mais la nature est capricieuse. Le jour où le vent tombe soudainement ou qu'une grosse couverture nuageuse arrive. La production renouvelable s'effondre. Et là, il faut redémarrer ces mastodontes nucléaires instantanément pour prendre le relais et éviter le blackout. Or, on vient de le voir avec l'effet xénon et les contraintes thermiques, un réacteur, ça redémarre pas sur un simple clic. Pas du tout. Le risque de déséquilibre réel, Ce qui amène l'auteur à souligner une absurdité économique assez flagrante. la double peine financière. Pour schématiser son argument, c'est comme si la collectivité finançait l'achat de 2 voitures par foyer, mais la route physique est si étroite qu'on ne peut en conduire qu'une seule à la fois. L'image est très parlante. On paye des milliards pour entretenir un réseau nucléaire capable de fournir toute l'énergie du pays. Et en parallèle, on paye des milliards pour un réseau renouvelable qui, quand il fonctionne, force le premier réseau à s'éteindre. C'est ça, on finance 2 systèmes parallèles. Et ce double financement crée une spirale économique très dommageable, parce que les coûts fixes du réseau s'additionnent. L'entretien du nucléaire, le déploiement des éoliennes. Et sans oublier le renforcement des lignes à haute tension. Il faut tirer de nouveaux câbles pour relier toutes ces sources diffuses un peu partout sur le territoire. Et tous ces coûts finissent au même endroit. Irrémédiablement sur la facture finale. Le prix de l'électricité augmente. Et c'est là que le cercle vicieux se met en place pour l'industrie, non? Exactement. Les usines, confrontées à des coûts de l'énergie trop élevés, perdent leur compétitivité à l'international. Donc certaines réduisent la cadence, D'autres ferment carrément ou délocalisent leur production. ce qui fait chuter la demande de base sur le réseau. Et la boucle est bouclée. Moins il y a de demande de base, plus le poids relatif des pics de production renouvelable devient ingérable, Ça force le nucléaire à s'arrêter encore plus souvent. ce qui augmente encore les coûts de maintenance et fait encore grimper les prix. La mécanique de la crise est implacable. Mais là, on pourrait se poser une question légitime. Est-ce que ce n'est pas juste une phase de transition inévitable, une sorte de douleur de croissance pour n'importe quel pays qui tente de sortir des énergies fossiles? C'est l'argument habituellement avancé par les défenseurs de la transition actuelle, oui. Il faut passer par là pour se décarboner. Et que répond la source étudiée à ça? La réponse du texte est catégorique. Il juge que l'apport des renouvelables à ce modèle énergétique précis n'est pas seulement nul, il est négatif. Négatif carrément. Oui. L'argument de Bellamy, c'est que l'intermittence ne permet absolument pas de se libérer des fossiles. Au contraire. Parce qu'il n'y a pas de stockage de l'électricité. C'est le nœud du problème. Sans stockage à grande échelle, la variabilité du vent et du soleil rend les réseaux totalement dépendants de centrales d'appoint très réactives. Et ces centrales d'appoint, ce sont des centrales au gaz ou au charbon en général. C'est le cas dans la plupart des pays européens. Ils gardent du gaz pour sécuriser les creux de production quand il n'y a ni vent ni soleil. C'est ce constat d'échec technique, selon lui, qui nourrit la dimension très politique et accusatoire du texte. Ah, on entre dans la partie plus frontale du document. Le fait que ce rapport d'EDF, détaillant toutes ces impasses physiques et financières, ait été gardé secret jusqu'à l'annonce de la PPE3. C'est qualifié de faute démocratique par l'auteur. Une faute démocratique, oui. Il dénonce un processus où des décisions engageant des dizaines de milliards d'euros sont prises en aveugle. Sans que la représentation nationale, les députés, n'aient accès aux réalités techniques du terrain, aux vrais chiffres d'EDF. Et le texte va même plus loin. Il décrit le modèle économique des énergies renouvelables comme un système de prédation. C'est un terme fort. La logique qu'il expose, c'est la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Comment ça fonctionne, selon lui? D'un côté, les profits liés à la construction, l'installation et la vente garantie de l'électricité intermittente sont captés par des acteurs privés, des promoteurs. Mais de l'autre côté? Les coûts colossaux de l'adaptation du réseau, la gestion de cette fameuse intermittence, l'usure prématurée du parc nucléaire historique, tout ça est entièrement socialisé, C'est-à-dire que c'est le contribuable et le consommateur qui payent la note. à travers diverses taxes sur la facture et les tarifs d'acheminement du réseau. Face à cette situation, l'auteur ne se contente pas juste de critiquer. Le document détaille un plan d'action extrêmement radical. Un plan de renversement, oui.
Un plan qui avait d'ailleurs été présenté conjointement avec d'autres figures politiques lors d'une audition devant la mission Levitio. C'est un détail important qui montre que c'est une stratégie pensée au niveau parlementaire. Et la première mesure de ce plan est sans appel. Un arrêt immédiat de tout financement public destiné aux énergies renouvelables intermittentes. L'enjeu financier de cet arrêt est juste massif. Le document chiffre ces aides publiques entre 6 et 8 milliards d'euros. Par an. Par an, oui. 6 à 8 milliards. C'est le budget de certains ministères. C'est énorme. Et ce montant correspond principalement aux mécanismes de soutien. Les fameux tarifs d'achat garantis. C'est ça. Des contrats qui obligent l'État à racheter l'électricité renouvelable à un prix fixé à l'avance. Quelles que soient les conditions du marché. Exactement. Même si le réseau n'en a absolument pas besoin à ce moment-là parce qu'on est en surproduction. Donc si on suit cette logique de renversement, l'idée est de récupérer ces 6 à 8 milliards annuels. Mais concrètement, comment le fait de rediriger cette manne financière permet-il de résoudre le problème technique du réseau dont on a parlé avant? La mécanique proposée par les auteurs s'articule en 2 temps très précis. D'accord, on écoute. Premièrement, supprimer ces subventions permet de faire baisser mécaniquement les taxes prélevées sur les factures d'électricité des Français. Ce qui redonne instantanément du pouvoir d'achat aux ménages. Et surtout, des marges de manœuvre à l'industrie. En retrouvant une énergie de base abordable, l'industrie regagne en compétitivité sur la scène internationale. Et donc, elle relance son activité. C'est le but. Et cette relance industrielle a un effet immédiat sur le réseau. Elle recrée de la demande de base. Ce qui résout l'équation de départ. Exactement. Si la demande de base remonte de façon stable, grâce à la réindustrialisation, le problème de la modulation excessive disparaît. Les centrales nucléaires retrouvent leur fonction première, produire en continu, à plein régime, avec un rendement maximal. Sans avoir à faire du stop-and-go ruineux pour s'adapter aux nuages ou au vent. C'est l'équilibre recherché par ce premier volet du plan. Et le second volet? Il consiste à utiliser l'autre partie des milliards économisés sur les subventions renouvelables pour financer de manière très agressive le futur parc nucléaire. Les nouveaux EPR. Voilà. Selon la vision défendue dans le texte, c'est la seule stratégie d'investissement qui permette réellement d'atteindre une souveraineté énergétique totale. L'auteur soutient que la vraie décarbonation ne peut être efficace et économiquement viable que si elle repose sur une énergie pilotable. Dense et prévisible, débarrassée des coûts systémiques cachés liés à l'intermittence. La synthèse de tout cela, de toute cette analyse, révèle vraiment un enjeu qui dépasse largement le jargon de la gestion électrique. C'est clair, on est loin d'une simple querelle d'ingénieurs. L'idée macroéconomique qu'il faut vraiment retenir de ce document, c'est ce glissement silencieux. On est passé d'un réseau piloté par la demande à un réseau piloté par la météo. C'est le changement de paradigme absolu. Ce n'est plus l'infrastructure qui se plie aux besoins de la société. C'est la société, à travers ses impôts, ses factures et la gestion de son parc industriel, qui est forcée de compenser l'irrégularité des nouvelles sources d'énergie. Et la compréhension de cette dynamique physique du réseau, elle est absolument fondamentale pour notre audience. Peu importe de quel bord on se situe, en fait. C'est exactement ça. Qu'on soit un fervent défenseur du modèle nucléaire historique ou un militant convaincu de la décentralisation par des énergies vertes. Les lois de la physique s'appliquent à tout le monde. Les contraintes de l'ingénierie sont incontournables. La gestion de la fréquence à 50 Hz, l'usure des métaux, la redondance des infrastructures qu'il faut payer en double. Ce sont ces réalités invisibles qui déterminent en bout de chaîne la capacité d'une nation à maintenir ses usines ouvertes. Et qui fixe, à la fin du mois, le prix payé par le consommateur pour s'éclairer ou se chauffer. Les choix de conception du réseau ne sont pas que techniques. Ce sont des choix de société aux répercussions économiques très immédiates. Et ce rapport secret d'EDF montre bien à quel point la transition énergétique est une affaire d'équilibre extrêmement précaire. Vouloir empiler de nouveaux systèmes sur une architecture existante, sans repenser les conséquences physiques globales du réseau, ça peut mener à des impasses particulièrement coûteuses. Et dangereuse pour la stabilité du pays. Ça soulève d'ailleurs une réflexion plus large pour l'avenir. Une question que je me pose après avoir lu tout ça. Je t'écoute. Si la volonté politique mondiale s'oriente vers la multiplication de sources d'énergie décentralisées et fluctuantes par nature, Oui, le solaire, l'éolien, partout. comment les pays qui reposent historiquement sur des infrastructures lourdes, hautement centralisées et extrêmement coûteuses à piloter, comme la France avec le nucléaire, comment peuvent-ils s'adapter? C'est le défi de la décennie. Le vrai défi, ce n'est peut-être plus seulement d'ajouter de nouvelles capacités de production pour verdir le mix, c'est de concevoir une architecture de réseau où des technologies de nature fondamentalement opposées peuvent coexister. Sans se cannibaliser financièrement et physiquement sur les mêmes lignes à haute tension.
C'est tout le paradoxe qu'il va falloir résoudre. Une piste de réflexion essentielle face aux décisions colossales qui vont façonner le paysage énergétique pour le demi-siècle à venir. Il est toujours vital de questionner les fondements techniques des débats publics. Et de garder un esprit critique ouvert face aux discours purement politiques en regardant les données de l'ingénierie. Absolument. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ce décryptage assez dense mais passionnant. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de l'information complexe.